Quelles tensions et quelles limites apparaissent lorsque la danse contemporaine intègre des diversités culturelles? Une question, une réponse par le Labo d'art. Jusqu'ici, on a vu comment les styles s'affirment, puis comment des écritures hybrides peuvent naître de la rencontre entre plusieurs traditions. Mais il faut maintenant aller plus loin, car dès qu'une œuvre chorégraphique s'empare d'éléments culturels chargés d'histoire, de mémoire ou de symboles, une autre question apparaît. Est-ce qu'on est dans le dialogue, dans l'hommage, dans la transformation légitime, ou bien dans la décontextualisation, l'appropriation, l'esthétisation excessive? C'est là que la réflexion devient plus exigeante. La danse contemporaine aime circuler entre les formes, croiser les héritages, déplacer les frontières. Mais cette liberté n'est jamais neutre. Un geste venu d'une tradition particulière n'est pas un simple matériau. Il porte une mémoire, une communauté, parfois un cadre rituel, parfois une histoire politique. Et quand on déplace aussi son sens. Le postmodernisme a rendu cette question particulièrement visible. À partir des années 1960, des artistes comme Yvonne Rainer remettent en cause les conventions du spectacle. Avec le No Manifesto en 1965, elle refuse le spectaculaire, la virtuosité, la théâtralité, et défend une danse plus dépouillée, plus ordinaire, plus directe. Ce geste a profondément transformé l'écriture chorégraphique. Il a permis de démocratiser le mouvement, de sortir du modèle héroïque, de remettre le corps quotidien au centre. Mais cette recherche d'universalité peut aussi produire un effet paradoxal. À force de vouloir ramener la danse à un geste commun, on risque d'effacer ce qui fait la singularité culturelle de certains langages corporels. On retrouve cette tension dans la contact improvisation développée par Steve Paxton en 1972. Cette pratique repose sur le contact physique, l'écoute corporelle, la gravité, la réactivité entre partenaires. Elle intègre aussi des éléments issus de l'aïkido, des arts martiaux et de la gymnastique. Artistiquement, c'est une révolution. Mais dès qu'un art martial comme l'aïkido, imprégné d'une philosophie et d'un contexte culturel précis, est repris hors de son cadre d'origine, une question se pose. Que reste-t-il du sens initial? Est-ce encore un héritage vivant ou seulement une forme extraite de son histoire? Anna Halprin, elle aussi, traverse pleinement cette tension. En 1969, avec Ceremony of Us, elle cherche à faire de la danse un lieu de réconciliation raciale après les violences de Watts à Los Angeles. Le projet réunit des danseurs blancs de sa compagnie et des artistes afro-américains du studio Watts Workshop. Le processus est collaboratif, nourri d'ateliers séparés, puis d'une résidence commune. La performance mêle improvisation, rituel symbolique, jeu de rôle et veut faire de la danse un outil de transformation sociale. L'intention est forte, généreuse, presque utopique. Et pourtant, la réception est contrastée. Certains saluent l'audace du geste, d'autres y voient une mise en scène problématique de la douleur raciale, parfois perçue comme voyeuriste, parfois comme simplificatrice. La question devient alors très délicate. Peut-on représenter une blessure collective sans la réduire à un dispositif scénique? Alprin poursuivra cette recherche avec Planetary Dance en 1981, une danse rituelle collective conçue comme un acte de paix et de guérison. Là encore, la volonté de réintroduire le rituel et la communauté dans la danse est puissante. Mais l'œuvre n'échappe pas non plus aux critiques lorsque des formes cérémonielles inspirées de cultures spécifiques sont réinvesties sans implication directe des communautés concernées. On voit bien ici que la bonne intention ne suffit pas. La question n'est pas seulement ce que l'on fait, mais avec qui, depuis où et dans quelles conditions. Avec Xenos, créé en 2018, Akram Khan porte cette tension à un niveau très fort. Le solo revisite l'histoire des soldats indiens enrôlés dans la Première Guerre mondiale. Khan y mêle le kathak, dont il est un grand interprète, à une gestuelle contemporaine, dans une scénographie marquée par la terre, les cordages suspendus, les lumières chaudes, les sons de guerre et une musique qui croise percussion indienne et écriture contemporaine. L'œuvre est puissante. Elle réactive une mémoire coloniale oubliée, mais elle soulève aussi une difficulté essentielle. Quand le kathak, danse profondément liée à un contexte narratif, symbolique et historique, devient matière d'une écriture contemporaine, certains peuvent y voir une dilution culturelle. Quand la mémoire des soldats colonisés est portée par un seul corps dans une forme hautement esthétisée, une autre ambiguïté apparaît. La beauté du geste éclaire-t-elle la violence de l'histoire ou risque-t-elle parfois de l'adoucir? Avec Sous les fleurs de Thomas Lebrun, créé en 2016, la question se déplace encore.
La pièce s'inspire de la communauté des Mux, troisième genre reconnu dans la culture zapotèque au Mexique. 5 danseurs masculins y portent des costumes traditionnels mexicains, incarnent des gestes empreints de féminité et cherchent à rendre hommage à cette culture. Mais ce choix ouvre immédiatement plusieurs débats. D'abord celui de la représentation. Une culture minoritaire peut-elle être évoquée depuis un regard extérieur, sans tomber dans l'exotisation? Ensuite, celui de la légitimité. Même avec des recherches et des rencontres, qu'est-ce que cela signifie de parler au nom d'une communauté qui n'est pas la sienne? Enfin, celui de l'esthétisation de la souffrance. Quand la marginalisation, la violence ou l'exclusion sont traduites par une écriture poétique et sensible, l'émotion produite sur scène éclaire-t-elle la réalité vécue ou risque-t-elle de la simplifier? Le cas de Eslave, conçu en 2018 par Robert Lepage et Betty Bonifaci, rend cette tension encore plus visible. Le spectacle voulait rendre hommage au chant d'esclaves afro-américains et à la résilience des communautés noires. Mais l'absence de performeurs afro-descendants, la contextualisation jugée insuffisante, le traitement esthétique très épuré, avec des costumes et des mouvements simples, ont entraîné de vives critiques. Ce qui était pensé comme un hommage a été reçu par beaucoup comme une appropriation culturelle. Et cette affaire rappelle une chose décisive. Dès qu'une mémoire collective, marquée par l'oppression, est convoquée sur scène, la question de la représentation devient centrale. Qui raconte? Qui incarne? Qui est absent? Et jusqu'où peut-on transformer artistiquement un témoignage historique sans en trahir la portée politique? À travers toutes ces œuvres, on comprend que l'intégration des diversités culturelles dans l'écriture chorégraphique contemporaine ne relève jamais d'un simple enrichissement formel. Elle engage des rapports de pouvoir, des choix de représentation, des responsabilités symboliques. Le corps, l'espace, le mouvement, la dramaturgie, la scénographie, tout cela participe à la manière dont une culture est rendue visible, déplacée, interprétée, parfois fragilisée. Cette question nous apprend donc quelque chose de fondamental. La danse contemporaine peut ouvrir des dialogues magnifiques entre les cultures, mais elle ne peut le faire qu'à condition de rester attentive au contexte, aux mémoires, aux communautés et aux significations des gestes qu'elle transforme. Et peut-être que la vraie exigence de l'écriture chorégraphique aujourd'hui est là, inventer sans effacer, transformer sans confisquer, créer sans simplifier. Ah, 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 ah.